Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat ou à faire une petite réaction pour m'assurer que vous m'entendez. Voilà, super. Merci Vincent qui a été le plus rapide. Eh bien, bienvenue donc dans ce webinaire qui va être dédié à l'évaluation de l'incertitude d'une mesure de débit. Bon, voilà les connexions au moment, vous êtes déjà 23, c'est super. Et j'ai quasiment, je crois, 90 inscrits, donc je pense que les autres vont nous rejoindre après, sinon ils bénéficieront du replay que je mettrai à disposition à l'issue du webinaire tout à l'heure. De quoi a-t-on prévu de parler donc aujourd'hui dans les 45 minutes qu'on va consacrer à ce sujet? C'est à revenir sur ce qu'est une incertitude et comment on peut la calculer. Donc ce sera une partie dont l'objectif sera vraiment d'introduire, alors le terme est un peu connoté négativement, mais je vais quand même l'utiliser parce que moi je l'aime bien, mais d'introduire théoriquement, ce qu'on appelle une incertitude, parce qu'on en a besoin. Mais ensuite, on partira, bien rapidement vers des applications et je vous en ai prévu 3, qui sont 3 applications dédiées, soit à la mesure de débit, pour les 2 premières d'entre elles. La première sera une station de mesure sur laquelle, on mesure conjointement la hauteur et la vitesse. La seconde application sera une station de mesure sur laquelle on ne mesure que la hauteur d'eau. Alors on verra même que plus précisément, c'est pas la hauteur d'eau qu'on mesure, mais c'est un petit peu autre chose, mais on aura l'occasion d'en rediscuter. Et ensuite, on utilise une relation hauteur-débit pour accéder au débit. Et puis la troisième application sera un petit peu plus, sera un petit peu différente des 2 précédentes, puisque ce sera, l'objectif sera de vous présenter un calcul d'incertitude qui utilise des mesures ponctuelles du débit, mais pour évaluer un volume. Et donc, dit autrement, j'ai une chronique de débit, et à partir de cette chronique de débit, j'évalue un volume et je veux évaluer l'incertitude que j'ai sur le volume. Donc pour ceux parmi vous qui, sont par exemple dans le domaine de l'assainissement, bah, c'est typiquement ce qu'on réalise lorsqu'on cherche à déterminer, le critère de conformité du système d'assainissement, puisque l'objectif, c'est d'évaluer le volume déversé par les différents, déversoirs d'orage du système, à l'échelle, d'un système d'assainissement. Si vous êtes dans le domaine de l'hydroélectricité, c'est aussi ce que vous pouvez avoir lorsque vous allez, faire des bilans, en termes de production. Alors vous allez peut-être plutôt passer par la puissance, mais, ça en est, une des étapes. Lorsque vous êtes aussi en hydroélectricité, c'est, une information qui sera aussi importante lorsque vous allez faire des transferts, entre différents bassins, sur votre système de production. Donc voilà quelques exemples, hein, il y en a évidemment plein d'autres, mais, c'était pour, illustrer un petit peu, voilà, cette dernière application. On va passer environ 30 minutes, sur ces 4 premiers points du programme, donc 5 à 10 minutes par point, et on gardera le dernier quart d'heure pour, répondre à vos questions. Et n'hésitez surtout pas, je vois que Vincent a tiré le premier, n'hésitez pas à soumettre dans le chat au fil de l'eau. Alors, plutôt que dans la conversation de la réunion, plutôt s'il vous plaît, je pense que vous pouvez, le mettre dans questions-réponses. Alors je vais voir si quelqu'un pouvait essayer de le mettre dans questions-réponses, sinon on utilisera le chat et j'essaierai de revenir, de façon à prendre des questions dans l'ordre où elles ont été posées. Allez, on avance et on alors juste pour, voilà, pour me présenter, mais très rapidement parce que c'est évidemment pas le but, je suis consultant et formateur en hydraulique, donc au sein de ma société, qui s'appelle Dufresne Consulting, où je suis tout seul. Et puis avant ça, j'ai eu un peu, on va dire 2 grandes parties dans ma carrière. Une partie, où, j'ai cofondé, une entreprise et puis j'en ai été le directeur scientifique qui s'appelle 3DO, qui existe toujours et qui fait de la mécaflux numérique, appliquée, notamment, mais pas que, au domaine de l'assainissement et notamment aux mesures de débit.
Et puis avant ça, j'ai eu une carrière plus académique, où j'ai enseigné l'hydraulique, dans une école qui est située à Strasbourg et qui s'appelle l'ENGES. Et j'en profite pour vérifier ouais, voilà, c'est super. Merci Vincent d'avoir testé. Donc pour les questions et les réponses pour lesquelles je répète, vous pouvez les soumettre au fil de l'eau. Merci d'utiliser s'il vous plaît la partie questions et réponses. Ce sera plus simple pour moi, pour facilement, les retrouver. Alors, assez parlé de moi, vous êtes pas là pour ça, vous êtes là pour l'incertitude sur la mesure de débit. Alors hier, je me suis amusé sur LinkedIn à faire un petit post un peu humoristique dans la dans lequel je me la suis un petit peu raconté en disant que, j'avais réussi à faire une mesure de débit avec 0,00 allez là, j'ai même rajouté encore quelques zéros, 0,0 d'incertitude. Bon, bah, ouais, c'est vrai. J'ai vraiment fait une mesure avec 0,000 et autant que vous voulez d'incertitude sur le débit. Ouais, sauf que ce que je dis à la fin du post, c'est que c'est un site sur lequel il y avait pas de débit. C'était un bassin avec un réseau hydrographique, bah, qui à certaines périodes de l'année, heu, n'existe enfin, il y a plus d'eau. C'est au Burkina Faso, donc si lorsqu'on est avant la saison des pluies, bah, on a certaines zones qui sont complètement à sec. Et donc effectivement, je me suis retrouvé sur ce bassin versant, qui est le bassin versant du Toubou. J'avais fait ça dans le cadre d'un stage, lorsque j'étais étudiant. C'est près de la frontière malienne, côté Burkina Faso et bah, je me suis retrouvé devant un transect de ce qui devait être un cours d'eau à certaines périodes de l'année, mais qui était complètement à sec et l'objectif, c'était de mesurer le débit. Bah, j'y suis arrivé, hein, j'ai dit que c'était 0 et c'était bon et l'incertitude était extrêmement faible. Bon, c'est évidemment pour la blague, mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il y a toujours une incertitude sur la mesure de débit et même dans mon cas, particulier du débit nul, étais-je même véritablement sûr que le débit était nul? Peut-être que si j'avais creusé un petit peu dans le fond du cours d'eau, je me serais rendu compte qu'il y avait un écoulement souterrain, de façon un peu similaire à ce qui peut se passer sur certains cours d'eau, bah, par exemple en France, hein, je pense notamment au Doubs, qui est dans une zone karstique avec, des résurgences qui peuvent faire que sur certaines parties du tronçon, bah, à certaines périodes de l'année, parfois il y a pas d'eau. Mais pourtant il y a bien un débit qui circule, c'est juste qu'on le voit pas. Ça peut arriver aussi, à quelques endroits sur la Meuse, si je dis pas de bêtises. Donc bref, il y a toujours une incertitude dans une mesure de débit et donc c'est évidemment une bonne pratique que de chercher à l'évaluer. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut toujours faire des choses complètement, compliquées pour ça, mais, il faut au moins faire ça de façon approximative pour au moins avoir un ordre de grandeur. Et si cet ordre de grandeur est suffisant, bah, c'est parfait, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, tout va bien. Si en revanche l'ordre de grandeur de notre estimation approximative n'est pas suffisant, ben, on essaie d'aller plus loin, jusqu'à ce qu'on ait atteint un degré, heu, de connaissance de l'incertitude qui soit compatible avec notre besoin. Quelques petits exemples, alors j'ai mis triste, mais c'est vraiment triste en effet, de cas auxquels j'ai été confronté d'une façon ou d'une autre et dans lesquels cette, évaluation de l'incertitude s'est traduit à mon sens par des choses un petit peu, heu, oui vraiment tristes, c'est le mot. Bah, par exemple, on est sur un système d'assainissement. On cherche à dimensionner un bassin d'orage pour éviter, de rejeter des eaux usées, mélangées aux eaux pluviales directement dans le cours d'eau sans traitement, pour faire du stockage pendant la pluie. On est sur un système d'assainissement unitaire. On évalue, le débit, on évalue plutôt le volume dont on a besoin pour le bassin d'orage, 2 000 m3, à peu près 4 millions d'euros, hein, on est à peu près à 2 000 € du mètre cube, c'est à peu près ça les ordres de grandeur. Sauf que quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a absolument aucun travail qui a été réalisé sur la notion d'incertitude sur ce volume. Et que si on réalise ce travail, ben, on se rend compte que les données de débit sur lesquelles ce calcul de volume s'appuie conduisent à une incertitude sur le volume de l'ordre de 50. Donc on est en train de faire dépenser à la collectivité 4 millions d'euros, alors qu'en réalité, si je retire 50, il y en a peut-être besoin que de la moitié. On a peut-être besoin que de 2 millions d'euros. Ou à l'inverse, on est peut-être en train de faire construire un bassin à 4 millions d'euros, alors qu'on en aurait besoin d'en construire un 50 plus grand, donc qui coûterait 6 millions d'euros. Alors sauf qu'évidemment, c'est pas la même histoire que de construire un bassin à 4 millions, de le voir fonctionner, de se rendre compte: «Mince, il est pas assez grand»
et il faut que j'en rajoute un deuxième à côté, le surcoût ne va pas correspondre aux 6 millions. C'est un nouveau bassin avec tous les coûts, avec des coûts supplémentaires par rapport à un bassin qui aurait été bien dimensionné dès le départ. Donc ça, en général, d'ailleurs, ça marche bien quand quelqu'un est assez peu réceptif à la notion d'incertitude, c'est de traduire une incertitude sur un mètre cube par seconde, sur des mètres cubes, enfin sur des choses, dont beaucoup de personnes se moquent, c'est de le traduire en euros, en dollars, en yens ou ce que vous voulez, mais en tout cas en unité monétaire, ça parle généralement à beaucoup plus de personnes. Et puis l'autre exemple, alors j'en aurais des dizaines, hein, mais qui me semblait un petit peu emblématique, c'était le cas d'une vérification d'une mesure de débit qui était réalisée, sur un canal de sortie d'une station de traitement des eaux usées. La mesure était faite sur le site avec un canal Venturi. Hem, alors sachant, c'est qu'un ordre de grandeur, hein, c'est pas gravé dans le marbre, mais c'est ça en général qu'on attend, c'est que sur une station de traitement des eaux usées, en général, on considère que l'objectif à atteindre, c'est 5 d'incertitude sur le débit. Donc là, on avait un contrôle qui était fait de cette mesure, donc on veut que cette mesure soit précise à 5 près, et le contrôle était fait avec une sonde hauteur vitesse qui, dans les conditions où elle était mise en place, avait une incertitude propre de l'ordre de 20 à 30. Bon, bah, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas vérifier quelque chose à 5 près si l'outil ou la référence que j'utilise pour y parvenir est elle-même, 4 à 6 fois moins précise. Allez, rentrons un petit peu dans le cœur de tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'une incertitude? Bah, une incertitude, j'ai mis un petit axe avec le débit en mètres cubes par heure et imaginons que vous fassiez une mesure, vous mesurez 261 mètres cubes par heure. OK, faut pas s'arrêter là. Faut pas s'arrêter là parce que ça, c'est une valeur, mais vous ne savez pas encore le crédit que vous pouvez lui accorder. Peut-être qu'en vrai, la valeur vraie de cette valeur est à 278 mètres cubes par heure. Alors, en fait, ça, on n'en sait rien, puisque la valeur vraie dans la vraie vie, on ne la connaît pas. Si on la connaissait, je m'empresserais évidemment de la corriger, mais ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je dois savoir que quand ma mesure me dit 261, il y a une valeur vraie qui n'est peut-être pas à 261, probablement pas d'ailleurs, et qui se balade quelque part autour. Si elle est à 278, ça veut dire que ma mesure à 261 est empreinte d'une erreur, c'est ça le terme consacré, de moins 17 mètres cubes par heure. Évidemment, je ne la connais pas, hein, cette erreur, puisque, encore une fois, je ne connais pas la valeur vraie. L'incertitude, c'est quoi? L'incertitude, c'est de se dire, je vais essayer de trouver un moyen assez le plus intelligent possible pour évaluer quelles peuvent être mes erreurs, quelle est la distribution possible de mes erreurs. Ce que j'ai représenté ici, avec le petit rectangle en bleu transparent. Et si je sais faire ça, on verra après comment on fait, je vais pouvoir dire: «Je mesure 261, mais compte tenu de mon analyse du processus de mesure et de tout un tas de choses dont on va voir par la suite, j'estime que ma valeur vraie est comprise entre, alors, par exemple, 230 et 290 mètres cubes heure». Ce n'est qu'un simple exemple où j'ai d'ailleurs centré l'intervalle des possibles sur la valeur mesurée, ce qui est pas forcément vrai, dans la vraie vie. Mais voilà, c'est bien pour illustrer la notion d'incertitude, c'est la plage des possibles de l'erreur qui peut être réalisée. Qu'est-ce qui fait qu'on a des erreurs? Alors en métrologie, on a l'habitude de parler de la règle des 5 M. Le premier M, c'est pour mesurante, c'est la grandeur que je mesure. Si je mesure un niveau d'eau, c'est pas la même histoire que si je mesure une turbidité. On imagine bien, alors on va rester au stade du feeling, hein, dans le cadre du webinaire, mais on imagine bien qu'il est un peu plus facile, de mesurer un niveau d'eau qu'une turbidité, qui semble un peu plus évanouissante à saisir. Le milieu dans lequel j'effectue ma mesure va avoir un impact sur l'erreur que je vais éventuellement faire. Si je mesure, dans un système d'assainissement, espace confiné, avec risque de gaz et cetera, je vais peut-être, avoir une mesure qui est réalisée dans de moins bonnes conditions que si je suis dans un laboratoire hydraulique, où j'ai mis en place une installation à un endroit où elle ne sert qu'à ça. La main-d'œuvre, si c'est, telle personne dont je sais qu'elle est très consciencieuse qui fait la mesure versus une autre dont je sais qu'elle va faire ça de façon, entre guillemets «à l'arrache», je vais pas avoir le même risque d'erreur. Le moyen de mesure,
Si j'utilise tel ou tel appareil, ça va se traduire aussi par des erreurs différentes. Et enfin, le mode opératoire, selon la façon dont je procède pour ma mesure. Comment on approche l'incertitude? Alors je parlerai un petit peu plus loin de différentes normes qui existent dans ce domaine-là. Les normes distinguent 2 types d'approches principales pour évaluer une incertitude. La première, c'est l'approche expérimentale qu'on appelle aussi le type A. Le principe, c'est quoi? C'est de faire une mesure. Je fais une mesure de débit, en voilà une. Ouais, mais je sais que j'ai des erreurs. Allez, c'est pas grave, j'en fais une deuxième. Ah, déjà, je vois que j'ai pas pareil. Je devrais trouver pareil, mais j'obtiens pas le même résultat. Ça traduit d'une certaine façon une possibilité d'erreur. Je ne connais toujours pas la valeur vraie, mais la dispersion me donne déjà une indication, heu, sur les erreurs que je peux commettre et donc la plage d'incertitude. Si je fais ça plein de fois, la dispersion de toutes mes mesures va me donner, par exemple, en accédant à la valeur moyenne, peut-être un bon estimateur, de la valeur la plus vraisemblable. Et en prenant ce qu'on appelle l'écart type des mesures ou un certain nombre de fois l'écart type ou la valeur min et la valeur max éventuellement, même si c'est pas forcément la meilleure des idées parce qu'elle va être très liée au nombre de mesures qu'on a réalisées. Mais en tout cas, un indicateur de la dispersion, eh bien, ça va être représentatif de l'incertitude, ce qu'on va pouvoir traduire par un certain intervalle. Ici 231-291 mètres cubes par heure. Et puis, alors, ça c'est bien, hein, mais ça veut dire qu'il faut faire énormément de mesures. Et puis il faut avoir des conditions, pendant lesquelles on fait ces mesures qui soient stables pour que les différentes mesures qu'on réalise successivement, bah, soient bien une mesure de la même chose. L'autre approche, c'est l'approche dite analytique, c'est le type B. Là, ça revient sur base de l'état de l'art, sur base de mon expérience, sur base de la documentation d'un fournisseur, on verra différentes choses de ce type-là par la suite. Ça revient à dire voilà, je sur base de tel ou tel élément, j'approche l'incertitude de cette mesure par une certaine distribution statistique. Ça peut être une distribution dite uniforme, ça veut dire qu'il y a autant de chances que la valeur soit n'importe où dans tout cet intervalle, ou ça peut être aussi, par exemple, hein, alors il y en a plein d'autres, je mets les 2 principales, une distribution normale. Ça veut dire, bah, je reviens juste un tout petit peu en arrière, j'ai plus de chances d'avoir la valeur vraie ici que très loin sur la gauche ou très loin sur la droite. Même si ça reste possible, mais la probabilité est très faible que ma valeur vraie soit tout à fait à droite ou tout à fait à gauche. Ce qu'on traduit généralement, et c'est en généralement ça qu'on utilise dans les règles de l'art, par la notion d'intervalle de confiance à 85. Heu et donc qui dit que, je vais afficher comme l'incertitude de ma mesure, la borne minimale et maximale de cet intervalle de confiance. Ça veut dire que 95, enfin ma valeur plutôt vraie a 95 de chances d'être dans cet intervalle et 5 de chances d'être soit en dessous, soit au-dessus. Allez, allons un petit peu plus loin. Là, ce que j'ai illustré, ça marche bien quand on fait une évaluation directe. Si vous prenez un petit cube chez vous, vous avez un pied à coulisse, vous voulez mesurer le côté du cube en millimètres, vous prenez le pied à coulisse et vous mesurez le côté du cube. La grandeur qui vous intéresse est directement la grandeur que vous mesurez. Et vous trouvez par exemple 23,2 et vous estimez, compte tenu de la précision du pied à coulisse et de la façon dont vous l'utilisez, l'incertitude à plus ou moins 0,1 millimètre. OK. Mais on mesure rarement directement la grandeur qui nous intéresse. Si je reprends mon petit cube et que je veux accéder, par exemple, non pas à la longueur de son côté, mais à son volume, avec le pied à coulisse, je ne sais pas mesurer le volume du cube. Ce que je peux faire, c'est je peux mesurer son côté et le mettre au cube, ou même le mesurer 3 fois si jamais j'ai une certaine variation dans
la longueur selon la phase que j'utilise. En tout cas, je n'accède pas directement au volume. Et c'est typiquement ce qui se passe quand on mesure un débit et qu'on mesure par exemple une hauteur et une vitesse. Je calcule le débit, je ne le mesure pas. Et donc on va avoir besoin de méthodes d'évaluation de l'incertitude qui s'appuient sur ce qu'on appelle de la propagation. Il y a 2 grandes méthodes, on va les illustrer tout de suite après. Il y a, la méthode un peu historique, qui existe depuis déjà très longtemps, enfin l'autre aussi existe depuis longtemps, mais elle était moins utilisée par le passé. Et c'est la méthode de propagation par dérivation. On va exprimer l'incertitude sur la grandeur objectif à partir de l'incertitude sur les sources. Et il y a ce qu'on appelle aussi la simulation Monte-Carlo, qui est, je vais générer aléatoirement des erreurs et ensuite je vais analyser statistiquement le résultat. Pourquoi Monte-Carlo? Parce que c'est comme au casino, hein, c'est comme si on lançait des dés, on génère des grands nombres pour générer des erreurs et ensuite les analyser. Allez, l'application 1, station de mesure, hauteur-vitesse. Là, j'ai mis quelques exemples. Une sonde radar de vitesse de surface, une sonde ultrason de mesure du niveau d'eau, une sonde ici aussi aérienne qui mesure le niveau d'eau, et 3 sondes immergées qui mesurent la vitesse sur différentes positions dans cet écoulement. Ce sont des exemples parmi des dizaines d'autres possibles de stations de mesure, hauteur, vitesse. Comment on calcule le débit? Le débit, c'est quoi? Alors là, j'ai mis un cas simple pour illustrer dans le cadre du webinaire. C'est la section de passage, c'est-à-dire c'est la largeur du canal multipliée par la hauteur. La largeur, je vais la mesurer au moment où je vais mettre en place ma sonde, peut-être avec un distance mètre laser. La hauteur, la hauteur, je vais la déduire de la mesure de ma sonde de niveau qui va mesurer grand H, la distance entre la sonde et la surface de l'écoulement, et ce que j'ai noté H0, qui est le zéro de la sonde, qui est la position de la sonde par rapport au radier du canal. Ça me permet d'accéder à L fois H, la section de passage. La vitesse, c'est la vitesse de l'écoulement à l'endroit où elle est mesurée. Et puis devant, j'ai un petit coefficient magique, K, dont le rôle est d'expliquer comment plutôt, je passe de cette vitesse mesurée localement à la vitesse qui m'intéresse pour le débit et qui est la vitesse moyenne. Et alors là, j'ai mis quelques valeurs, c'est l'exemple que je vais vous montrer après, qui seront celles sur lesquelles je vais illustrer le calcul juste après. Alors là, cette diapo, elle peut faire peur au premier abord, mais en vrai, il n'y a rien de bien compliqué. Et surtout, si vous êtes amené à faire ça, il suffit de le faire une fois, et après, c'est gagné. Vous mettez ça une fois dans Excel, et après, vous n'avez plus à vous en soucier. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est ce qui est recommandé par ce qu'on appelle le GUM. Donc, c'est en gros les normes internationales sur les calculs d'incertitude. Et qui dit quoi? Qui dit que quand on a des sources d'incertitude qui sont indépendantes les unes envers les autres, on verra tout à l'heure un cas dans lequel ce n'est pas le cas, mais en tout cas, lorsque les sources d'incertitude sont indépendantes, on peut calculer l'incertitude sur la grandeur globale, le débit, à partir de toutes les incertitudes évaluées sur les grandeurs sources. Le coefficient K, la vitesse V, la largeur du canal, le zéro de la sonde, la distance entre la sonde et la surface. Ça se renseigne de façon extrêmement simple et aisée sous Excel. Alors, juste pour enfoncer le clou là sur le cas, ça c'est un jaugeage que j'avais réalisé il y a de nombreuses années, je pense qu'il y a plus de 10 ans, mais je trouve qu'il illustre bien toute la variété de distribution de vitesse qu'on peut avoir dans un canal qui a pourtant une forme très simple. Si je mesure la vitesse ici en surface, là où c'est jaune, je mesure 0,22, c'est pas forcément la vitesse moyenne. Et puis si je mesure ici, je mesure 0,35, c'est pas forcément la vitesse moyenne. Là, je mesure 0,22, là 0,35, on voit bien que selon l'endroit où on mesure, on a besoin d'introduire ce petit coefficient K pour se raccrocher à la vitesse moyenne. À titre d'ordre de grandeur, je vous mentionne ici ce que j'avais mis dans un article TSM, donc la revue TSM de l'AST, qui avait analysé ce facteur K pour tout un tas de sites de mesure en réseau d'assainissement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour ça que dans le petit tableau que je vais vous montrer après, je vais utiliser la valeur moyenne issue de cette étude qui était de 0,88,
puisque c'est une étude qui a été faite avec des mesures de vitesse en surface, donc qui ont plutôt tendance à mesurer des vitesses plutôt supérieures à la vitesse moyenne. Donc pour accéder au débit, on a un peu besoin de les réduire, de les corriger vers le bas, donc le K est inférieur à 1. Et ce qui est flagrant aussi, c'est qu'on voit une méga dispersion. Donc le 0,19 ici, c'est en gros l'estimation de l'incertitude que j'ai sur ce facteur K, si je n'ai rien fait de particulier, pour le déterminer sur le site. Et là, je vous montre simplement, alors j'ai fait un petit imprimé écran du fichier Excel que j'ai fait pour calculer ça. Alors j'ai pas triché, hein, le fichier Excel, il y a vraiment que ça. C'est-à-dire c'est extrêmement simple, hein, c'est, 8 lignes et 8 colonnes, enfin ou à peu près. Et là-dedans, il y a la formule qui avait l'air méga compliquée d'avant, elle est là-dedans. Donc elle est dans la cellule ici, qui apparaît là, mais ça se fait très bien et il n'y a pas besoin d'un fichier Excel, super compliqué. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En jaune, c'est tout ce sur quoi vous pouvez jouer, c'est les valeurs mesurées et les incertitudes que vous évaluez. Par exemple, là, bah, sur le coefficient K, j'évalue à 0,19 sur base de l'article TSM que je mentionnais précédemment. Sur la vitesse, j'évalue l'incertitude à un peu plus de 2 cm par seconde sur base de la documentation du fournisseur, heu, de l'appareil que j'utilise. Sur la largeur du canal, j'ai mesuré ça aux distances mètre laser et j'estime que je suis à plus ou moins 1 centimètre. Alors il y a l'incertitude de l'appareil, mais il y a aussi le fait que mes parois sont pas parfaitement, rectilignes. Sur le zéro de la sonde, ici, j'ai estimé que j'étais à plus ou moins 1 millimètre. Sur, le niveau d'eau, je suis allé chercher la documentation des fournisseurs, la norme 4373 qui parle de ça et qui m'indique une incertitude pour une plage de 1 mètre de mesure de 1 millimètre, et cetera. Je renseigne toutes ces données d'entrée et je calcule et j'obtiens alors la valeur de débit, mais ça, vous n'avez pas besoin de ce fichier pour ça, et surtout l'incertitude absolue en mètres cubes secondes, et ici exprimée de façon relative. Bonne pratique quand on fait ça, c'est on a plusieurs sources d'incertitude, c'est d'analyser la contribution de chacune d'entre elles. Pour faire ça, alors là, c'est assez évident, hein, on le voit ici, on se dit: «Tiens, le cas, il a l'air quand même de jouer pour beaucoup dans mon incertitude totale, hein». Le cas, qui est ici. Mais pour faire ça de façon rigoureuse, ben, on fait ça. Je mets l'incertitude sur le cas et je mets toutes les autres à 0. Ça me fait une incertitude totale de 21,6. Alors qu'avant, j'avais 21,8. Ouais, bah, j'ai la quasi-totalité de l'incertitude sur ma mesure de débit ici, qui est liée à la méconnaissance de ce facteur K. En dessous, j'ai regardé l'incertitude liée au 0. Mais 1 centimètre d'incertitude sur le 0, ça joue beaucoup ou pas? Eh ben, mon petit fichier me permet de dire ça joue pour 1,4. Alors, c'est pas 0, mais on va, je pense que chacun d'entre vous en conviendra, si on veut améliorer cette mesure, on va en priorité aller travailler sur le K qui contribue pour plus de 20 avant d'aller travailler sur le H0 qui ne contribue que pour à peine plus de 1 ici. Alors, pour les valeurs que j'ai mesurées, hein, parce qu'après évidemment, en faisant varier ça, on peut se rendre compte que la contribution de chaque source peut changer. Allez, je vais un petit peu vite parce que je me rends compte que j'ai vraiment déjà beaucoup parlé. Mais sur l'application 1, ça c'est une conclusion qui est un peu générale aussi pour les 2 autres, hein, c'est qu'un calcul d'incertitude, c'est 2 éléments. C'est un calcul mathématique rigoureux, faut pas faire n'importe quoi, oui, mais c'est pas suffisant du tout. Vous mettez, un spécialiste de l'incertitude, mais qui n'est pas spécialiste de la mesure de débit, c'est sûr qu'il va vous construire un super fichier pour calculer l'incertitude. En revanche, sur les valeurs des incertitudes sources, il va être, heu, il va sécher, il va pas savoir quoi mettre parce qu'il ne connaît pas ça. Donc on a aussi besoin d'une approche métier pragmatique et on a besoin de l'un et de l'autre. Les maths sans l'approche métier, ça marche pas. L'approche métier sans les maths, ça peut marcher parfois dans certains cas, mais mon expérience m'a montré que parfois on se plante. Parfois on se plante parce qu'on a des surprises sur l'influence que peuvent avoir certains paramètres par rapport à d'autres.
Alors les ressources, je passe vite, hein, mais je reviendrai sur ces éléments normatifs et puis les éléments que je propose moi, à l'issue, du webinaire. L'application 2, on est à présent sur une station hauteur, où la hauteur est utilisée, pardon, pour calculer le débit. Là, j'ai mis un canal Venturi en exemple à droite et j'ai mis un seuil en exemple à gauche. Sur le canal Venturi, on voit bien la mesure ici en bas à droite. Sur le seuil, on la voit un petit peu moins, mais vous pouvez deviner sur la berge opposée qu'il y a une échelle millimétrique, alors qui est là pour des raisons juste visuelles, et quelques mètres en amont, vous pouvez remarquer qu'il y a une potence sur laquelle il y a une sonde radar qui mesure le niveau d'eau. Le débit est calculé comment? Bah, c'est un coefficient de débit, la longueur de déversement, et si on est sur un seuil dit frontal, on a souvent la hauteur de lame déversante, c'est-à-dire mesurée par rapport au seuil, à la puissance, pardon, souvent 3,5, quelque chose qui est pas loin. Ici, j'ai illustré ça avec Monte-Carlo. On peut faire ça avec la méthode précédente de la dérivation. Ça marche très bien. Mais je voulais ici vous illustrer une deuxième méthode, c'est la méthode de Monte-Carlo. Qu'est-ce que c'est la méthode de Monte-Carlo? C'est dire que le débit, je le calcule avec le coefficient de débit A, la longueur de seuil, mon zéro, ma distance, son niveau, et cette formule. Oui, mais aucune des grandeurs vertes n'est parfaitement précise. Elles sont toutes empreintes d'une incertitude. Et donc je vais dire que ce que je calcule, c'est pas mon débit Q, c'est mon débit Q plus une petite erreur. Enfin petite ou grande, hein, ça dépend des cas. En tout cas, c'est mon débit Q plus une erreur. Et comment je calcule ce débit Q empreint de cette erreur? Eh ben, en disant que A, je ne le connais pas vraiment parfaitement. Donc je vais dire c'est A plus c'est la valeur que je pense être la bonne pour A, plus une erreur. Pareil pour L, pareil pour H0, pareil pour grand H. Et toutes ces petites erreurs-là, comment je les évalue? Eh ben, c'est mon expertise métier qui me dit par exemple que ah, bah, le L, c'est la longueur du seuil, je l'ai mesuré aux distances mètres laser. Compte tenu de la régularité des bords, je sais que je suis par exemple à 5 millimètres près. Donc je sais que mon DL, l'erreur que j'ai fait en mesurant ma longueur de seuil, elle est entre moins 5 et plus 5 millimètres. Elle est quelque part là-dedans. Et donc je peux générer une erreur. Tiens, plus 2. Je fais un premier calcul de débit où je génère une erreur sur L de plus 2 millimètres. Je fais pareil pour A, pour 0, pour H. Ça me donne une valeur possible du débit empreint d'une erreur. Ouais, mais j'ai d'autres erreurs possibles. Peut-être que j'ai pas fait plus de millimètres d'erreur sur grand L, peut-être que j'ai fait moins 4 millimètres. Je régénère d'autres valeurs et je recalcule le débit. Et je fais ça un grand nombre de fois, suffisamment grand pour que ça ait un sens d'un point de vue statistique, d'analyser tous les débits générés. Et donc en analysant statistiquement les débits générés, j'arrive de cette façon-là à accéder également à l'incertitude sur le débit. Et ça, sous Excel, aujourd'hui, c'est très simple, avec notamment la fonction Excel aléa, ou des combinaisons de cette fonction. En anglais, si vous utilisez Excel en anglais, c'est random, hein, c'est la fonction random. En français, c'est la fonction aléa. Alors, je passe un petit peu vite, juste pour vous illustrer, dans un fichier Excel, ça donne ça. Alors là, j'ai un peu triché, je ne vous ai pas mis tout le fichier Excel parce que là, en bas, vous voyez que j'ai mes débits générés. Là, j'en ai pas généré beaucoup, mais en vrai, dans le fichier dont j'ai fait l'imprime écran, j'avais généré 10 000 débits. Pourquoi 10 000? Bah, en fait, j'en ai généré j'ai commencé par 100 et j'ai regardé le résultat. Sauf que quand j'en générais 100 autres, le résultat changeait. Donc c'est que 100 n'était pas suffisamment grand pour que le résultat ait un sens au point de vue statistique. Donc j'ai essayé 1000, c'était toujours pas bon. J'ai essayé 10 000 et à 10 000, même si je refaisais différents tirages de 10 000 valeurs successivement, et ça dans Excel, c'est juste, entrée, hein. Entrée, j'attends un quart de seconde et il a régénéré ces 10 000 valeurs. Eh bien, la valeur qu'il me donnait ici dans la partie orange sur l'incertitude sur le débit ne variait pas de façon significative. Et donc mes 10 000 valeurs étaient suffisantes pour évaluer l'incertitude par la méthode de Monte-Carlo. Et après,
Bah, c'est comme dans l'autre méthode, hein. Après on joue avec, les paramètres pour savoir quelle est la source d'incertitude qui est la plus grande. On fait va les paramètres, ils sont là, pardon, les paramètres d'incertitude source. On joue avec les données d'entrée pour évaluer la variation de l'incertitude en fonction de la plage de débit sur laquelle on travaille, et cetera, et cetera. En synthèse, en éléments à retenir par rapport à l'application 2, je voudrais juste mettre en évidence un point clé, c'est la notion d'erreur aléatoire par rapport à la notion d'erreur systématique, qu'on appelle aussi un biais. Alors attention aux mythes, je vous parle de ça parce que le dernier exemple que je vais illustrer dans 1 minute, c'est le calcul de l'incertitude sur le volume. On entend souvent, que et c'est d'ailleurs un peu ce que j'ai moi-même dit lorsque je vous ai présenté l'incertitude de type A, lorsqu'on mesure plein de fois une grandeur pour en évaluer l'incertitude, on entend souvent que, bah, je mesure une fois, OK, c'est pas très précis, ouais, mais je mesure 2 fois, c'est plus précis. Ouais, mais je mesure 3 fois et je peux mesurer successivement et au bout d'un moment, je vais mesurer parfois un peu trop, parfois un peu moins, mais tout ça se moyennant peut-être au fil du temps, à la fin, mes incertitudes et donc les erreurs que je vais réaliser sur chacune de mes mesures, à mesure que je vais faire de nouvelles mesures, vont s'amenuiser. Ça marche parfois, quand l'erreur est aléatoire. Quand l'erreur est systématique, ça ne marche pas. Si Je ne sais pas si vous voyez mon image, mais si je mesure ce stylo que j'ai ici avec un double décimètre, mais si mon double décimètre, il a été trafiqué et il commence pas à 0, mais il commence à 5, bah, je vais mesurer la distance du stylo avec quelque chose qui commence systématiquement non pas à 0, mais à 5. Je vais toujours avoir une erreur et cette erreur, elle va toujours être en moyenne moins 5 centimètres. Alors, un peu plus ou un peu moins en fonction du soin que je vais apporter à ma mesure et de tout un tas de paramètres, mais j'aurai systématiquement un décalage de 5 centimètres parce que le 0 de mon double décimètre sera foireux. Bah oui, il commence à 5, il commence pas à 0. Et donc ça, c'est une erreur systématique. Et c'est typiquement le genre d'erreur qu'on a sur le 0 des sondes de hauteur. Et si j'ai une erreur sur le 0 de ma sonde de hauteur, j'ai fait mon réglage, aujourd'hui 30 septembre, j'ai une certaine erreur, disons 1 centimètre. Je mesure le débit aujourd'hui. Demain, 1er octobre, je mesure le débit. J'ai pas refait mon 0. Bah, j'ai toujours cette même erreur sur le 0 de 1 centimètre. Après-demain aussi. Et je vais avoir cette erreur dans les 6 ou 12 prochains mois, tant que je n'aurai pas refait le réglage de mon 0. Et donc dans ce cas-là, et ça va être l'application juste qui va suivre quand je vais évaluer le volume, donc ce qui vient d'une chronique de débit, bah, si mon débit est biaisé, si j'ai cette erreur systématique sur le 0, je vais la conserver dans l'incertitude sur le volume. Ah bah, justement, sur le volume, alors je passe un petit peu vite, le fichier Excel se complexifie un petit peu, mais en fait pas des masses. La seule chose qui change, c'est que je n'ai plus une colonne, mais j'en ai autant que d'instants où je mesure le débit. Je mesure à t égale 0, je mesure à t égale 1, je mesure à t égale 2, et en fonction de ce que je mesure, je vais évaluer le débit, évaluer l'incertitude en faisant bien attention à bien distinguer ce qui va représenter une erreur aléatoire et ce qui va représenter une erreur systématique. Et ensuite, je vais cumuler les volumes et je vais faire comme précédemment ça sur un grand nombre de lignes, de façon qu'à la fin, c'est ce que j'ai ici en vert, j'ai l'incertitude sur le volume de façon fiable. Allez, concluons un petit peu tout ça. Heu, Bah, déjà, heu, j'aurais pu le dire ça au début du webinaire, mais évaluer toujours l'incertitude. Ça n'a pas de sens que de donner une valeur sans en donner l'incertitude. Sinon, comment savoir le crédit qu'on peut lui accorder? Alors, je sais bien que certains vont vous dire: «Oui, mais c'est sous-entendu, la profession connaît les incertitudes». Ouais, parfois, pas toujours. Donc c'est toujours bien de l'évaluer et on a parfois des surprises, hein. Moi-même, j'ai régulièrement des surprises lorsque je calcule une incertitude.
parce que ça heurte certaines croyances ou certains a priori qu'on peut avoir. Ça, je l'ai déjà dit, mais le calcul d'incertitude, c'est vraiment 2 choses indissociables, même si elles sont très différentes, c'est l'approche mathématique rigoureuse et l'expertise métier. Un seul des 2 ne suffit pas, il faut absolument les 2. Et puis, bah, quand on a fait ce calcul d'incertitude, à la fin, on décide, bah, voilà, j'ai ça, est-ce que ça me va ou est-ce que ça me va pas? Si l'incertitude est trop grande par rapport à notre application, bah, évidemment, on travaille sur les sources qui contribuent le plus. Ça sert à rien de se casser la tête, par exemple, sur un coefficient de débit, comme on peut le voir sur certains seuils, si ça joue à quelques pourcents, alors qu'on a le zéro qui nous met déjà 25 à 30 d'incertitude dans la vue. Alors ça, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais c'est à regarder au cas par cas, mais on commence évidemment, on hiérarchise et on commence à bosser sur ce qui contribue le plus aux erreurs. Et en termes de ressources, là, je vous ai mis tout un tas de normes qui sont, de mon point de vue, vraiment bien faites. Alors je sais que certaines personnes n'aiment pas trop les normes, mais quand c'est bien fait, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Celles-là sont bien faites et il y a toujours une partie dédiée au calcul d'incertitude dans ces normes. Donc c'est vraiment bien, c'est fait par propagation par dérivation, et ça illustre bien. Alors la 43-38, c'est des seuils, ça c'est des canaux Venturi, ça c'est d'autres seuils, ça c'est des mesures par corde, temps de transit, ça c'est des Doppler. Bon, voilà, ces normes-là sont vraiment très bien faites, je vous invite vraiment à les consulter. Et puis moi aussi j'ai rendu disponible sur mon site alors j'ai une formation présentielle ou en visio, vous pourrez aller regarder. Et puis j'ai aussi des ressources disponibles en formation e-learning, et puis directement les petits fichiers de calcul, donc notamment ceux dont j'ai mis les imprimes écran ici, dans le webinaire. Bon, j'ai parlé un petit peu plus que ce que j'avais imaginé, je vous prie de m'en excuser, mais on va maintenant passer à la partie questions-réponses. Alors je vais passer, je vous invite à en ajouter si vous avez d'autres questions et d'autres réponses qui vous viennent. Alors Vincent, nous dit: «Quelles sont les principes possibilités pour évaluer un débit mesuré par dilution d'un traceur? Cette méthode étant réputée une des plus précises dans les conditions adaptées». Absolument. Hem, c'est l'une des méthodes qui, lorsqu'elle est mise en œuvre dans de bonnes conditions, est l'une des méthodes les plus précises. Alors là, Vincent, je vous invite à aller revisionner un webinaire que j'avais fait, je pense au mois de mai dernier et que j'ai mis, librement accessible sur ma chaîne YouTube. Si vous allez sur YouTube, vous tapez, Mathieu Dufresne, normalement vous avez accès au replay de ce webinaire et le principe de la dilution d'un traceur y est présenté. C'est vraiment une technique de mesure qui est vraiment chouette. Et vous avez des infos donc dans ce webinaire qui est en replay et sinon il y a aussi, des infos qui sont plutôt très bien faites dans un bouquin qui a été publié en 2021 par l'IWA, IWA, par, Jean-Luc Bertrand Krajewski et puis d'autres de l'INSA de Lyon et puis d'autres personnes, dans lequel vous trouverez aussi pas mal de détails sur cette méthode et que je vous invite également à lire. Ensuite Stéphane, bonjour Stéphane. Stéphane dit: «En sortie de lagune». Ouais, incertitude proche de zéro. Bah, voilà. Je suis pas le seul à réussir à faire, des mesures avec 0 d'incertitude. Stéphane le fait aussi. Ensuite, alors c'est à nouveau Vincent. Merci Vincent pour la question. «L'approche expérimentale nécessite toutefois des conditions stables?» Absolument. Donc l'approche expérimentale, c'est le fait de faire plusieurs mesures successivement. Ça nécessite des conditions stables, nous dit Vincent. Il a tout à fait raison. Bah, si je mesure à un instant T, que j'ai besoin de, je sais pas, 10 à 20 secondes pour faire ma mesure et puis que je veux faire une deuxième mesure 10 à 20 secondes après, mais que les conditions d'écoulement ont changé, je suis pas en train de mesurer une incertitude de mesure, je suis en train de mesurer la variabilité du phénomène d'écoulement et donc effectivement, c'est pas toujours possible de le faire et c'est d'ailleurs pour ça qu'on, pas pour tout, mais sur beaucoup de choses, on s'appuie sur l'approche de type B. Alors, j'ai ensuite une autre question de Santiago. Merci Santiago. La limite de quantification d'une mesure de débit peut être estimée comment? Selon l'ISO, on
On peut la définir en termes d'incertitude relative. Par exemple, si la valeur de débit a une incertitude supérieure à 30%, on considère qu'elle est en dessous de la limite de détection. Comment définir ce seuil? Avez-vous des recommandations sur le traitement de ces valeurs inférieures à la limite de quantification? Et alors, je vais déjà répondre à ça et après il y a une deuxième question sur la partie, volume. Alors, je je suis pas parfaitement sûr d'avoir compris, mais je pense que c'est par rapport à la valeur basse à partir de laquelle on peut mesurer un débit. Bah, ça va dépendre du système de mesure, heu et ça va dépendre de ce qu'on est prêt à tolérer. Par exemple, si vous mesurez le débit avec un canal Venturi, les règles de l'art, par exemple l'ISO 4359, mais pas que, nous disent qu'il faut une hauteur minimale de 5 centimètres pour que la mesure soit suffisamment précise. Ça, c'est une règle de l'art acceptée par la communauté et qui est liée au fait qu'en dessous, bah, déjà on mesure des petites hauteurs. En plus, dans la relation hauteur-débit que la norme 4359 fournit, il y a on va avoir un impact de force de viscosité, de force de tension de surface. Enfin, la relation hauteur-débit n'est plus non plus tellement sûre. Et donc ça, c'est l'état de l'art qui permet, le déterminer. Et si alors, sauf que dans la vraie vie, bien sûr, on mesure parfois en dessous. Et je pense que c'est ça qui est entre les lignes dans l'intervention de Santiago, c'est, bah, on a une valeur, on sait qu'on est en dessous de la limite recommandée, mais ce serait quand même idiot de la jeter puisqu'on a une valeur. On sait qu'elle est pas forcément la plus précise qui soit, mais elle est quand même porteuse d'une information. Heu, donc oui, on peut la garder, mais en ayant en tête qu'elle est empreinte d'incertitude. Donc après, tout dépend de ce qu'on va faire de cette information. Si on utilise ces valeurs pour évaluer un volume global et que dans le volume global, elles contribuent très peu, 2 à 3, bah, OK, mais même si j'ai 2 à 3 de mon volume qui est connu de façon très incertaine, bah, j'ai mes 97 à 98 qui restent, qui font le job et donc je peux quand même les garder éventuellement. Ça, tout dépend vraiment, hem, tout dépend vraiment de l'utilisation qui va être faite de la mesure. Et la deuxième partie de la question de Santiago, c'était pour le calcul de volume, quelle valeur de corrélation entre les débits dans la série temporelle utilisez-vous? Alors, moi, je n'ai pas fait comme ça. Ça, ce que dit Santiago, c'est lorsqu'on veut évaluer l'incertitude sur le volume en faisant la propagation par dérivation. C'est possible, sauf que la difficulté quand on fait ça, c'est que le débit que je mesure à t égale 1, à une certaine erreur, qui est corrélée à l'erreur du débit que je mesure à l'instant T2. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous les 2 le même zéro et comme j'ai pas refait le zéro entre les 2, les erreurs que j'ai sont corrélées entre les 2 mesures. Et donc on est obligé d'introduire dans la formule de la dérivation un terme de corrélation, une covariance. Moi alors on peut faire comme ça, hein, ça se fait. Moi j'ai pas fait comme ça, je l'ai traité par Monte Carlo parce que je trouve que c'est plus, naturel, de le traiter ainsi. Et donc j'ai traité ça en disant: «Voilà, j'ai l'incertitude de zéro et je vais considérer que la totalité de cette incertitude est systématique, c'est un biais et j'ai d'autres incertitudes, par exemple l'incertitude sur le niveau d'eau et là je considère que c'est aléatoire». Allez, je crois que j'ai, encore 2. Ah tout à fait, donc Santiago répond tout à fait, je pense que j'avais bien compris la première partie. Merci. Et j'ai enfin une question de Serge. Merci Serge. On a souvent vu dans les logiciels de traitement des données des jaugeages, des ADCP par exemple, heu que dire de l'analyse d'incertitude qui est faite? Peut-on la considérer ou il faut toujours revenir à une évaluation de type A ou B telle que vous l'avez décrit? Heu, alors, je sais pas. Alors je pense que Serge, je pense que c'est vous, vous faites des mesures, je crois, sur des grands cours d'eau, notamment au Cameroun, si je dis pas de bêtises, hein. Corrigez-moi si je dis une bêtise, mais je pense qu'on a déjà un peu échangé sur LinkedIn. Hem, je ne sais pas ce qu'il y a dans le logiciel que vous mentionnez, par rapport aux jaugeages qui peuvent être faits par ADCP.
Il faudrait regarder au cas par cas, heu, mais ce sont vraisemblablement des choses de ce type-là qui sont faites, hein. Alors du type A, je ne sais pas, parce que du type A, ça va être à vous de le faire en quelque sorte, hein, en procédant à lorsque vous baladez votre ADCP par exemple sur la largeur de votre cours d'eau et à supposer que le débit soit suffisamment stable pendant toute la durée où vous allez procéder au test, mais sur un cours d'eau en général, la dynamique, sauf cas particulier, est quand même assez lente. Le type A, vous allez pouvoir l'évaluer en procédant à plusieurs mesures avec votre ADCP, en le laissant à un endroit donné. Vous le laissez par exemple à 13 mètres de la berge, vous allez chercher la mesure de votre ADCP, je dis ça au hasard, 1 mètre sous la surface, de l'écoulement, et bah, cette mesure-là, vous la répétez plusieurs fois. Le type A, vous allez pouvoir l'évaluer comme ça, et le type B, je pense, mais ne connaissant pas le logiciel que vous utilisez, je ne peux pas l'affirmer, mais le type B, c'est généralement ce qui est dans ce type de logiciel où on va chercher les règles de l'art, bah, sur l'ADCP. Un ADCP, on va regarder les documentations des fournisseurs qui vont nous dire, par exemple, que sur la vitesse moyenne, on a une incertitude de plus ou moins tant de centimètres par seconde. On va chercher les règles de l'art sur, l'intégration du champ de vitesse sur la verticale. On va chercher les règles de l'art sur l'intégration du profil sur la largeur, et je pense, mais encore une fois, je ne connais pas le logiciel que vous mentionnez, que c'est de cette façon-là, que sont traitées les incertitudes dans ce type de logiciel. Donc à mon avis, plutôt du type B. Et allez, et j'ai une dernière question et ensuite on pourra s'arrêter là. J'ai même déjà un petit peu dépassé, sur l'horaire que je vous avais annoncé, mais c'est moi qui ai trop parlé. Quelle est la méthode simple que l'on peut utiliser pour faire la vérification d'un débitmètre? Juste le principe. Merci David pour la question. Bah, ça dépend. Ça dépend ce qu'on veut, ça dépend du degré de vérification qu'on veut faire sur le débitmètre. Heu, alors je ne sais pas à quel débitmètre, vous faites, référence. Imaginons que ce soit un débitmètre électromagnétique. Débitmètre électromagnétique sur une conduite en charge, si vous regardez les règles de l'art, si vous regardez les documentations des fournisseurs, vous avez des incertitudes annoncées qui généralement sont inférieures à 1, même parfois largement inférieures à 1. Peut être parfois jusqu'à des ordres de grandeur de l'ordre de 0,15 à 0,3. Donc voilà, merci David de confirmer électromagnétique. Donc si on veut vérifier que le débitmètre électromagnétique est précis à ce qui est annoncé dans sa doc, 0,1 à 0,3, il faut qu'on fasse ça avec un système de comparaison qui soit au moins aussi précis que ça. Alors évidemment, ça court pas les rues, hein. Ça, c'est ce qu'on trouve chez les fabricants, de débitmètres électromagnétiques, les André Hauser, les Krones, les Siemens, enfin et cetera, hein. Il y en a toute une tripotée. Si vous allez visiter leur usine, heu et si vous même avant d'aller visiter leur usine, mais si vous ouvrez, la documentation et avec l'appareil qui vous est, fourni, vous avez un certificat d'étalonnage dans lequel le fabricant du débitmètre a procédé à des mesures sur un banc hydraulique où il atteint un degré de précision meilleur qui lui permet de garantir ces ordres de grandeur d'incertitude. Mais ça, il faut vraiment aller sur des bandes expérimentaux très fins. Si on veut le vérifier, par exemple, ça pourrait être, bah, vérifier qu'il est précis à 5 près ou à 10 près, bah, il faut utiliser une méthode comparative qui va être précise à au moins 5 près, à au moins 10 près. Ce qui se fait beaucoup, ce sont ce qu'on appelle les clamp-on. Donc c'est les petits systèmes, à temps de transit, un émetteur, un récepteur, parfois il y en a davantage, qui sont mis sur l'extérieur de la canalisation et qui vont envoyer, une onde ultrasonore qui va aller dans un sens et une qui va aller dans l'autre, et la différence de temps de transit, de temps de trajet entre les 2 va pouvoir permettre d'accéder à la vitesse entre l'émetteur et le récepteur. Ces systèmes-là, alors ça dépend dans quelles conditions ils sont posés, mais si on est dans de bonnes conditions, on peut raisonnablement arriver à des incertitudes de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Et donc si c'est ça l'objectif de la vérification, ça peut par exemple être fait de cette façon-là. Mais après c'est vraiment, à adapter au cas par cas en fonction du site où vous êtes et
et de ce que vous voulez vérifier. Est-ce que vous voulez vérifier qu'il est précis à 10 près ou est-ce que vous voulez vérifier qu'il est précis à moins de 1 près? Ça change radicalement la méthode à mettre en œuvre pour procéder à la vérification. Eh bien, écoutez, je pense qu'il y a plus de questions. Il me reste à remercier chacun d'entre vous, pour la participation à ce webinaire. Là, je vois il y a eu un petit pic, à 50, je crois, tout à l'heure. Et là, il y a encore 32 personnes qui sont connectées. Merci à chacune d'entre elles. Et puis, bah, je mettrai le replay sur ma chaîne YouTube, si vous voulez, pouvoir, y, vous y référer par la suite. Merci à vous et puis, à très bientôt pour ceux que je connais et puis, à peut-être, une prochaine pour les autres. À bientôt, au revoir.